présenter le dernier cours qu'on a vu cette semaine, qui traite à la fois de la cinématique et de son lien avec l'astronomie. Alors, la cinématique comme science du mouvement. Pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que la cinématique et d'où ça vient, on fait un peu d'étymologie. Si on compare la photographie avec le cinéma, vous arrivez à comprendre que la photographie c'est un instantané, que le cinéma c'est une succession de photographies qui donne l'illusion de mouvement. Du coup, la cinématique c'est quoi? C'est juste la science qui va décrire le mouvement. C'est un terme qui a été inventé en autour de 1700 par Pierre Dragnon, c'est un Français, qui en fait s'intéressait au concept d'accélération. Donc vous avez même une copie du document qui date de l'époque. L'accélération, il faut la comprendre comme une variation de vitesse. Il faut également comprendre qu'à l'époque, donc, on s'intéresse à ce qu'on appelle la mécanique du point et la mécanique céleste, et que l'intérêt de la cinématique, c'est pas tant de chercher les causes du mouvement des planètes ou d'autres objets, mais juste d'essayer de décrire, sans chercher les causes, les phénomènes qui se passent, et ça a un lien direct avec ce que je viens de dire, mais c'est un travail qui a dû se faire indépendamment pour mettre au clair les choses. Pour étudier le mouvement, idéalement, même si on peut le faire avec des dessins, il y a un outil qui est très pratique. Ici, vous voyez qu'on a en fait, on pourrait dire c'est une vidéo, mais c'est ce qu'on appelle une chronophotographie. En fait, vous voyez que l'image est relativement ralentie, et que son étude permet par exemple de dire que un cheval, lorsqu'il est au galop, finalement, le seul moment où les quatre fers sont en l'air, c'est lorsqu'ils sont les plus proches les uns des autres, c'est-à-dire que les pattes elles sont levées uniquement lorsque le cheval, lorsqu'elles sont sous le cheval. Et dans les autres situations, bon, on peut observer, eh bien, soit les pattes avant, soit les pattes arrière sont au sol. Et ça, c'est grâce à la chronophotographie. C'est une technique qui a été inventée enfin, en tout cas le terme, par un Français également, qui s'appelle Marais. Et en fait, on multiplie les clichés photographiques à intervalles de temps réguliers, fixes, et mis les uns après les autres, on peut observer les différents détails du mouvement. Grâce à ça, on peut en fait mettre en évidence différents concepts qui sont nécessaires à l'étude du mouvement. Il y a ce qu'on appelle le référentiel, mais aussi la trajectoire. Alors, le référentiel, c'est le point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, si on se met du point de vue du Soleil ou du point de vue de la Terre pour observer les trajectoires, du point de vue du Soleil, eh bien, on va dire que les planètes, elles tournent autour de lui. Si maintenant on se place du point de vue de la Terre, on va dire que le Soleil tourne autour de nous, que la Lune tourne autour de nous. Par contre, les autres planètes, on ne pourra pas dire qu'elles tournent autour de nous, elles vont décrire des trajectoires un peu curieuses. Ici, je ne sais jamais si c'est Vénus ou Mars, vous avez la trajectoire chronophotographie de cette planète-là dans le sol, enfin pas de fond terrien. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a quelqu'un qui a pris une photo à la même heure pour observer la position de cette planète-là. Et vous voyez que il y a un mouvement qui est un peu bizarre, ça fait une boucle. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à notre point de vue. C'est pas quelque chose qu'on verrait depuis le Soleil. Les deux autres phénomènes qui sont intéressants pour l'étude justement du mouvement, ça va être la vitesse et l'accélération. L'accélération comme une variation de vitesse, du coup, comme il y a une variation de vitesse, il y a forcément une vitesse à un moment donné qui est étudiée. Et ce qui est important de comprendre dans la chronophotographie, c'est que le temps entre deux points, entre deux photos prises, est le même. Et ça permet justement, s'il y a des écarts entre deux points qui sont différents d'un point à l'autre, ça veut dire qu'il y a des variations de vitesse. Du coup, pour situer un solide dans l'espace, eh bien, il va falloir utiliser une notion de repère, c'est des choses que vous voyez en mathématiques, ça c'est un repère basique. Et du coup, c'est une notion de référentiel, géocentrique ou héliocentrique, c'est ce que je viens de dire, mais ça peut être aussi par exemple un train. Si vous êtes sur le quai et que vous regardez un train partir, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit au revoir dedans, ben, vous pourrez dire, cette personne, elle est en train de se déplacer par rapport à moi. Donc c'est de votre point de vue. Et de son point de vue à elle, elle dira aussi que vous êtes en train de se déplacer, donc vous êtes en train de vous déplacer par rapport à elle. Si elle doit décrire par rapport à vous, là, vous êtes en train de reculer, par exemple. Et ce qui peut être amusant aussi à dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui est en train de remonter le train
dans le sens contraire de la marche, à la même vitesse que le train. Donc par exemple, si le train va à 10 km/h et que la personne dans le train va à 10 km/h, depuis le quai, vous aurez l'impression que cette personne-là est immobile. Donc vous direz qu'elle n'est pas en mouvement par rapport à vous. Mais dans le cadre du train, si moi je suis assis dans le train, je pourrais dire que cette personne-là, elle est en mouvement par rapport à moi. On a évoqué du coup la vitesse et l'accélération dans la diapo précédente. Alors, on parle de mouvement uniquement si la vitesse est non nulle. La vitesse, elle, va s'exprimer soit en mètres par seconde, soit en kilomètres/heure. Ce sont les unités les plus utilisées dans le cadre de la cinématique, mais il n'y a pas qu'elle. La formule, c'est D égale V fois T. On écrit aussi V égale D sur T. Alors l'intérêt, c'est qu'il faut utiliser le petit triangle ici. D, ça représente la distance, c'est en mètres. T, le temps en secondes. Pareil, ça peut être des kilomètres, des heures. Ça va dépendre un peu du cadre d'étude. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre/heure, eh bien, vous allez multiplier ou diviser par 3,6. 1 mètre par seconde, c'est ni plus ni moins que 3,6 km/h. Et du coup, 10 mètres par seconde, ça fait 36, etc. Pourquoi 3,6? C'est pas très compliqué à retrouver. Il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre et il y a 3600 secondes dans 1 heure. Et si vous divisez 3600 par 1000, eh bien, vous avez 3,6. Donc ça vient juste de là. La variation de vitesse, on a vu, c'est ce qu'on appelle l'accélération. S'il y a une perte ou un gain de vitesse, c'est d'ailleurs qu'on va pouvoir parler d'une variation de vitesse, c'est une accélération. Ça s'exprime en mètres carrés par seconde au carré. Donc c'est une variation toutes les secondes d'une vitesse en mètres par seconde. La chronophotographie, qu'on a vu précédemment, elle va permettre justement de mettre en évidence ces variations de vitesse en étudiant la distance, la variation de distance entre deux points successifs, puisque le temps entre ces deux points sera toujours identique. Pour caractériser les variations de mouvement, justement, liées à l'accélération, on peut prendre l'exemple de la chute d'un corps. Ici, vous avez deux boulets qui sont faits du même matériau, sauf qu'il y en a un qui est rempli et pas l'autre. Alors, vous le savez peut-être, mais bon, déjà, il y a cette idée qu'il y a la gravité qui est responsable de la chute de ces objets. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais il y a aussi l'expérience de Galilée qui montrait que la chute des corps, elle est indépendante de la masse de ces corps-là. C'est-à-dire que si je lâche deux objets en même temps qui ont la même forme et où la résistance de l'air est négligeable, s'ils sont de masses différentes, eh bien ils tomberont au sol au même moment. Ça, c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais qui est réel. Pour représenter la vitesse et la variation de vitesse d'un point à l'autre, donc là on peut considérer que c'est comme une chronophotographie, vous voyez que la distance entre deux points successifs augmente si on considère qu'on est sur le même intervalle de temps. Ça veut dire que là, comme entre 1 et 2, la distance est plus petite qu'entre 2 et 3, et qu'entre 3 et 4, qu'entre 4 et 5, a priori, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse qui est en train d'augmenter, il y a un gain de vitesse, l'accélération elle est positive. Et comment je matérialise ça? Eh bien, la vitesse à l'aide d'un segment fléché qui part de l'objet en direction et verticale et orienté vers le bas parce qu'on a juste le phénomène lié à la gravité. Donc le sens est vers le bas. Vous voyez que la flèche est de plus en plus grande, mais par contre, elle est sur le même axe et que la flèche est toujours orientée vers le bas. Et ça, ça permet de dire effectivement que la vitesse, elle est en train d'augmenter, donc il y a une accélération. Par ailleurs, on peut dire que dans ce cas-là, le mouvement est rectiligne accéléré. C'est-à-dire rectiligne, on dessine une droite, et accéléré, les segments fléchés sont de plus en plus grands. Les autres types de mouvements qui peuvent exister, en plus du mouvement accéléré et rectiligne, eh bien il y a l'absence d'accélération, donc on va parler de mouvement rectiligne uniforme. Vous voyez que la distance entre deux points pour un même temps donné, eh bien, est la même. Du coup, on peut dire qu'il est uniforme, il n'y a pas d'accélération. Lorsque la distance entre deux points augmente, comme dans le cas de l'électrolupine, eh bien, on parle de rectiligne accéléré. Et lorsque c'est l'inverse, quand la distance entre deux points diminue, on parle de rectiligne ralenti. La vitesse lors d'un mouvement circulaire uniforme, on peut aussi la décrire. C'est un peu plus difficile, mais pas impossible.
vous voyez que là, on a des vecteurs vitesse, enfin des segments fléchés qui représentent la vitesse. La direction, c'est toujours la droite qui permet de dessiner justement cette vitesse-là. Et la petite flèche, c'est ce qui va permettre de dire dans quel sens on va. Alors, on aurait envie de dessiner des flèches un peu courbées, mais en fait, c'est pas pertinent dans ce chapitre-là. En fait, la façon dont on va produire ces flèches, on va dessiner les hauteurs de ce cercle, et on va tracer la perpendiculaire qui part comment dire, du périmètre du cercle, en direction et dans le sens justement du déplacement. Et du coup, donc là vous imaginez que vous avez un angle droit et vous avez du coup un segment qui part du centre du cercle. Et du coup, enfin, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'une hauteur. Alors pourquoi on représente cette flèche-là comme étant tangente au cercle? Si vous avez une fronde, c'est-à-dire un objet, un objet qui est lourd, qui est attaché à quelque chose qui permet de le faire tourner autour de la tête. C'est une ficelle avec une bille, par exemple, au bout de la bille, et vous tournez. Si vous lâchez cette bille, votre ficelle, elle va partir tout droit, en fait, elle va pas prendre un arc de cercle. Et en fait, ces flèches-là représentent juste, comment dire, le mouvement qu'opérerait justement cette bille attachée à la ficelle au moment où vous le lâchez. Donc si vous le lâchez, dans ce cas ici pour la première flèche, en ce point-là, et bien en fait, la trajectoire sera celle représentée par la flèche rouge. Je précise aussi qu'uniforme, ça signifie que la vitesse ne varie pas, et c'est pour ça que l'intensité des différents segments fléchés qui sont présentés, donc ces segments représentant la vitesse, vont être identiques. Je vais enfin faire le lien entre la cinématique et l'astronomie. Alors, la cinématique, pour décrire ce qui se passe dans le système solaire, elle est utile. On l'a déjà vu dans la première diapo. C'est si je prends comme référentiel le Soleil, je vais pouvoir dire qu'il y a des mouvements circulaires uniformes. C'est un raccourci, c'est une approximation, mais on peut dire que voilà, l'ensemble des planètes vont faire dessiner des cercles autour du Soleil avec une vitesse relativement constante. Alors c'est une approximation. C'est également l'occasion pour vous de réviser le nom des planètes si vous ne les connaissez pas. Il n'y a que, on va dire, la planète Terre dont le nom en anglais est moins transparent, mais j'ai envie de dire c'est le seul que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous savez ce que c'est que la Terre, donc Earth, c'est le nom de la Terre. Ça me permet de vous faire un peu d'anglais au profit de votre enseignante. Cela dit, ces trajectoires circulaires uniformes ne concernent pas les satellites des différentes planètes qui sont représentées. Les satellites qui tournent autour de Saturne dessinent une trajectoire circulaire autour de Saturne, mais pas autour du Soleil. Il y a d'autres référentiels qui peuvent nous intéresser. Donc j'ai pris l'exemple des planètes particulières pour décrire le mouvement des satellites, la Lune autour de la Terre par exemple. Mais aussi on peut prendre d'autres comment dire, référentiels, notamment le système solaire au sein de notre galaxie. Alors ici vous avez l'univers, et dans notre univers, il y a notre galaxie, donc qui est toute petite par rapport à tout ce qui existe dans l'univers, et vous avez notre Soleil dedans. Et en fait, vous voyez que ça fait comme un cercle, plusieurs cercles concentriques là, comme un escargot, si on peut dire aussi. Et du coup, notre Soleil il va tourner autour du point central de notre galaxie, sachant que déjà les planètes du système solaire tournent également autour de notre Soleil. Du coup, en fait, notre système solaire va décrire un mouvement circulaire uniforme autour de la galaxie, mais eh bien, si on doit décrire le mouvement de la Terre par rapport justement à notre galaxie, ça va être un mouvement un peu plus complexe, ça ne sera pas un mouvement circulaire uniforme. La dernière chose qui est importante en lien avec la cinématique dans ce chapitre-là, c'est que les distances, dès qu'on passe sur de l'astronomie, eh bien, elles deviennent, alors des fois on dit astronomiques, hein, c'est pas pour rien, elles deviennent phénoménales. C'est-à-dire que parler en kilomètres, ça devient rapidement compliqué ou limitant. Imaginez déjà que la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc c'est quand même des chiffres qui sont importants à écrire, mais c'est encore possible. Cependant, si on prend par exemple Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de notre système solaire, est à une distance de 4,2 milliards, 4,2 années-lumière. 4,2 années-lumière, ça veut dire quoi?
Eh bien, une année-lumière, c'est la distance parcourue à la vitesse de la lumière pendant un an. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, on- il y a à peu près 10 000 milliards de kilomètres qui sont parcourus en une année. Et du coup, Proxima du Centaure, eh bien, c'est à peu près à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. À titre de comparaison, vous avez un objet qui s'appelle Oumuamua, je crois, qui est un objet interstellaire, c'est-à-dire qui vient d'un système planétaire qui est différent du nôtre. Il a voyagé dans l'espace depuis des milliers d'années. Il se déplace à la vitesse de 300 000 km par heure, et non pas par seconde. Donc, 3600 fois moins rapide que la vitesse de la lumière. Eh bien, s'il venait de Proxima du Centaure, dans la mesure où il y a 40 000 milliards de kilomètres, eh bien, vous pouvez imaginer que 300 000 kilomètres par heure, eh bien, vous faites un compte assez rapide. Il faudrait à peu près 10 000 ans pour que cet objet vienne. 10 000 ans, d'ailleurs, j'ai une bêtise. Je vais juste vérifier ce que je dis. Je dis une ânerie. C'est En fait, c'est pas très compliqué, hein, il faut juste faire 3600 multiplié par 4,2. Donc voilà, il faudrait à la vitesse d'Oumuamua euh, 15 120 années pour que Oumuamua vienne de Proxima de Centaure jusqu'à chez nous. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée des limites à l'exploration spatiale, sachant qu'on n'a aucun objet de fabrication humaine qui est capable d'aller à la vitesse de cet objet-là. Et vous voyez que ne serait-ce que pour aller sur l'étoile la plus proche, il faudrait déjà 15 000 ans, sachant qu'il y a 15 000 ans, l'homme ne maîtrisait même pas l'écriture. Voilà. Bon, j'espère que tout ça sera clair et je vous souhaite bon courage.